propose donc de commencer cette journée avec une intervention de Monsieur Alain Faure du Forum européen des personnes handicapées. Je lui cède sans plus tarder la parole. Merci Monsieur Faure d'être parmi nous. Merci Madame. Mesdames et Messieurs, bonjour. J'interviens devant vous au nom du Forum européen des personnes handicapées, organisation fêtière des personnes handicapées comprenant les 28 conseils nationaux des personnes handicapées et une centaine d'associations européennes qui défendent les droits de ces personnes et de leurs familles. Le sujet que je vais évoquer concerne l'impact des politiques d'austérité sur l'insertion des personnes handicapées en Europe. Le droit au travail est un droit fondamental. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Le droit au travail, indispensable à l'exercice d'autres droits de l'homme, fait naturellement partie intégrante de la dignité humaine. Le travail constitue généralement le moyen de subsistance d'une personne et de sa famille, et pour autant qu'il soit librement choisi ou accepté, contribue à son épanouissement et à sa reconnaissance au sein de la communauté. Ce droit au travail a été codifié dans de nombreux instruments juridiques internationaux, en particulier à l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Au niveau de l'Europe, la politique de l'emploi n'est pas directement une compétence de l'Union européenne, mais en vertu de l'article 13 du traité d'Amsterdam sur la non-discrimination, une directive européenne emploi a été prise et donc transcrite dans la législation des États membres, la loi française de 2005 ayant participé à cette transcription. Mais si chaque État membre définit sa propre politique de l'emploi, il doit le faire en conformité avec les orientations européennes. Celles-ci ont été formalisées dans deux documents. La stratégie 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et s'agissant particulièrement des personnes handicapées, dans la stratégie 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, qui fournit un cadre favorisant des actions concertées entre l'Union européenne et les États membres pour améliorer la situation des personnes handicapées. Les actions concertées doivent se faire dans 8 domaines: l'accessibilité, la participation, l'égalité, l'emploi, l'éducation, la protection sociale et l'inclusion, la santé et les actions externes. Pour ce faire, l'Union européenne s'appuie sur 2 instruments financiers, les fonds structurels et le programme européen Progress. Au niveau européen, la législation est bien en place et depuis 2010, les personnes handicapées devraient bénéficier des actions pour améliorer leur situation, en particulier dans le domaine de l'emploi. Sauf que la crise est passée par là et la situation des personnes, des 16%, soit 80 millions de personnes handicapées européennes, un Européen sur 4 compte une personne handicapée au sein de sa famille, s'en est trouvé terriblement aggravé. Je ne pourrai pas vous donner des statistiques fiables sur l'impact de ces politiques, car s'agissant des statistiques, dans un rapport récent du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en date du 17 décembre 2012, rapport qui a été fait pour l'étude thématique sur le travail et l'emploi des personnes handicapées, il est dit: compte tenu de la rareté des statistiques sur l'emploi des personnes handicapées, il est difficile de prendre des mesures pour remédier à leur faible représentation sur le marché du travail. Dans de nombreux pays, les personnes handicapées, dans leur immense majorité, ne sont enregistrées ni comme travailleurs, ni comme chômeurs, ce qui de fait les rend invisibles dans les initiatives prises sur le marché du travail. Dans d'autres pays, la compilation des données sur les personnes handicapées pose des difficultés, car les informations sur le handicap sont considérées comme des données personnelles sensibles, leur collecte est par conséquent interdite par la législation sur les données personnelles ou par des dispositions similaires. Alors, nous avons quand même quelques statistiques par-ci par-là, mais elles sont d'autant plus difficiles que nous n'avons pas une définition unique du handicap et que nous avons dans l'Union européenne des pays qui revendiquent
25% de personnes handicapées, quand d'autres en revendiquent 4%. Alors, où est le curseur? Toutefois, en 2011, le Forum européen des personnes handicapées a créé un observatoire sur l'impact de la crise économique à l'encontre des droits des personnes handicapées, afin de recueillir des exemples nationaux pertinents et de contrôler les mesures d'austérité prises par les États membres de l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne et les organismes financiers internationaux. En 2012, le Forum a élaboré un questionnaire supplémentaire diffusé à ses membres pour recueillir de nouvelles données. L'impact de la crise économique sur les personnes handicapées varie à travers l'Europe, et là je ne vous apprends rien. Cet impact est d'autant plus important que plusieurs facteurs peuvent se cumuler et rejeter les personnes handicapées hors du marché du travail. Si une personne ne dispose plus des aides nécessaires, comment faire pour se lever, se préparer, aller sur son lieu de travail, arriver à l'heure, etc., etc. Il résulte de nos observations que l'impact de la crise économique sur les personnes handicapées se situe dans au moins deux domaines: la participation économique et la participation politique et sociale, avec quelques tendances fortes qui se développent en Europe. S'agissant de la participation économique, sur l'emploi, les taux de chômage ont augmenté dans toute l'Europe, touchant la population générale. Néanmoins, les situations de départ et les conditions de travail sont souvent radicalement différentes pour beaucoup de travailleurs handicapés. Les personnes handicapées soulignent le fait que le chômage les touche davantage, étant donné qu'elles font face à beaucoup plus d'obstacles pour accéder à des sources alternatives de revenus ou pour retrouver du travail suite à la perte de leur emploi. Au niveau de la main-d'œuvre, le taux moyen de participation des personnes qui ont besoin d'un soutien important représente moins de la moitié de celui des travailleurs non handicapés. Or, l'emploi joue un rôle primordial en garantissant que les personnes handicapées ne soient pas contraintes par la pauvreté et l'exclusion sociale. Le fait d'avoir un emploi ne se limite pas exclusivement à une question de sécurité financière. Il s'agit aussi de la participation, du statut et du sens d'appartenance à la collectivité qu'un emploi procure également, tous ces éléments contribuant à l'intégration sociale d'un individu plutôt qu'à son exclusion. Au Royaume-Uni, en raison de la crise, plus de 400 000 personnes handicapées perdront toute assistance en dehors du travail à cause de la limitation de l'allocation d'emploi et de soutien. Le chômage a atteint un record au Portugal, comme dans plusieurs autres pays, où les personnes handicapées, en particulier les jeunes et les femmes, sont les plus touchées. S'agissant des systèmes de protection sociale, en introduisant des réformes d'austérité dans les nouveaux systèmes de pension et de prestations, les gouvernements doivent être conscients que la majorité des personnes handicapées vivent déjà sous le seuil de pauvreté relative et que dès lors, leurs revenus ne peuvent être réduits sans provoquer l'augmentation du nombre de personnes en situation de pauvreté. En Belgique, en Flandre, plus de 5 500 personnes en attente d'un budget d'assistance personnelle sont inscrites indéfiniment sur une liste d'attente en vue du soutien nécessaire. Les personnes handicapées qui rencontrent des obstacles à leur participation ou intégration sur un pied d'égalité avec les autres seront 2 fois plus susceptibles de vivre sous le seuil de pauvreté. Plusieurs études ont montré que les taux de pauvreté augmentent d'au moins 15% si l'on inclut les personnes handicapées à la population. Il s'agit d'un fait très sensible et important à prendre en considération, en particulier face aux objectifs de réduction de la pauvreté fixés par la stratégie UE 2020. Je vous rappelle, on doit diminuer de 20 millions les pauvres en Europe. On peut toujours penser faire mieux. En 2011, le gouvernement aux Pays-Bas avait proposé de réduire le plan du budget personnel de 90%. Heureusement, les nouvelles autorités politiques ont décidé de réexaminer l'ensemble du plan d'austérité de l'époque. Cependant, les décideurs néerlandais d'aujourd'hui débattent des moyens de faire face à la crise qui entre-temps s'aggrave dans leur pays. En réalité, le gouvernement examine la façon de réduire les indemnités et ou le nombre de personnes qui y ont droit. Ce processus est à l'origine de nombreuses tensions au sein des organisations de personnes handicapées,
qui craignent que de nombreuses personnes, si elles sont exclues du système, ne soient confrontées à une réduction drastique de leurs possibilités de participer pleinement au sein de la communauté. Concernant la participation politique et sociale, trop souvent, les services publics et sociaux ne sont pas accessibles aux personnes handicapées et dans certains pays et certaines régions, ils ne sont pas du tout disponibles. La disponibilité et l'accessibilité des services sont très importants, en particulier pour permettre aux personnes handicapées de vivre de façon autonome au sein de la communauté et d'avoir une participation active dans leur société. Dans plusieurs pays, la Grèce et la Pologne par exemple, la crise économique a inversé des tendances positives comme les processus de désinstitutionnalisation. En fait, le développement de services de soutien a été réduit en raison d'un manque de ressources financières et la transition d'un mode de soins institutionnel à un mode communautaire a été interrompue. S'agissant de santé mentale, d'autres exemples en Espagne, en France, en Grèce, en Italie et au Royaume-Uni montrent que la crise économique a également eu des effets négatifs sur l'état de santé mentale des personnes handicapées, principalement au niveau psychologique. Comme certaines études le soulignent, la crise n'augmente pas nécessairement l'incidence des maladies mentales, mais elle provoque des troubles, de l'anxiété et du stress. En outre, tout comme d'autres dimensions, la crise peut affecter les structures de services sociaux et de santé qui sont importants pour les personnes handicapées. Il est prouvé que les personnes en situation de pauvreté, de chômage et d'exclusion sociale courent plus de risques de développer des problèmes de santé mentale. Les jeunes et les adolescents sont particulièrement fragiles et leur développement psychologique pourrait facilement être influencé par les difficultés financières de leurs parents et un manque de solidarité sociale. Il devient fondamental d'améliorer l'enseignement et de développer les services de soutien spécialisés pour les adolescents en crise. Les gouvernements ne peuvent ignorer cette dangereuse tendance et devraient investir dans le suivi et la prévention, développer des programmes d'emploi, des services de soutien aux familles, des programmes d'allègement de la dette, des mesures pour réduire la consommation d'alcool et devraient investir dans les services sociaux et de santé. S'agissant de mobilité et de relations sociales, la liberté de mouvement des personnes handicapées est également mise en péril par la crise et les restrictions budgétaires. Au Royaume-Uni, 80 000 résidents handicapés en maison de soins ont perdu leur soutien à la mobilité, rendant difficiles les visites à la famille, aux amis et à la participation à d'autres activités communautaires. La réduction des réseaux et des services de soutien empêche les personnes handicapées de participer activement et de façon autonome au sein de leur société et cela constitue une perte pour l'ensemble de l'économie du pays dans lequel ils vivent. En ayant accès au marché du travail, ils peuvent payer les taxes qui y sont liées. Grâce à leur salaire et les autorités locales, par exemple, verseront moins de pensions d'invalidité pour remédier au chômage. Face à ces problèmes, on relève aussi un certain nombre de tendances, notamment la réévaluation des personnes handicapées qui sont peut-être pour certains gouvernements trop nombreuses. Dans de nombreux pays européens, on assiste à une dangereuse distorsion de la réalité avec le soutien de certains médias afin de récupérer des millions d'euros. C'est comme si tout à coup, dans des pays tels que la Belgique, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, il y avait trop de personnes handicapées. Ce que cette affirmation occulte d'une part est l'accusation selon laquelle les gens ont tendance à frauder le système en déclarant un faux handicap dans le but de recevoir des allocations, et d'autre part que si les personnes handicapées étaient soumises à une réévaluation de leur statut d'invalidité, cela pourrait mener à un niveau de soutien nécessaire moins élevé et par conséquent à un important rétrécissement du système de protection sociale. Ce phénomène insidieux se retrouve dans à peu près tous les pays européens avec plus ou moins d'importance, même dans des pays qui ont toujours été montrés comme des pays très favorables au soutien aux personnes handicapées. Je veux citer certains pays de l'Europe du Nord. En Suède, des changements dans l'évaluation des besoins des personnes handicapées
ont eu lieu, entraînant une diminution du nombre d'heures d'assistance personnelle accordées. Dans ce pays où le maintien à domicile des personnes handicapées, par un choix qu'elles ont effectué, permettait à beaucoup de personnes de vivre chez elles, le fait de diminuer les allocations font qu'elles n'ont plus la garantie d'avoir une aide 24 heures sur 24. Pour des personnes qui sont trachéotomisées, ça peut être très difficile et cela pose d'énormes problèmes. En Italie, la loi numéro 102/09 établit que toutes les enquêtes, y compris l'évaluation du handicap d'un étudiant en vigueur à partir du 1er janvier 2010, doivent être menées en présence d'un médecin. Est-ce que l'on ne revient pas vers un accompagnement plutôt sanitaire que social du handicap? Dans le programme économique croate de 2013, une révision de l'évaluation du statut d'invalidité est prévue. En même temps qu'on va réduire le nombre, on va essayer de réduire aussi les allocations et les prestations d'invalidité. Les restrictions au niveau des allocations et des pensions d'invalidité constituent une tendance commune à de nombreux pays. Ces mesures s'accompagnent de nouvelles réductions affectant le nombre d'heures d'assistance personnelle accordées. D'autres effets de la crise concernent la réduction générale des dépenses publiques. Il y a moins d'argent pour les services traditionnels, les services spécialisés et des restrictions au niveau des allocations sociales. Il y a aussi, et pour certains pays où la prise en charge du handicap se fait au niveau des autorités locales, la réduction des budgets des autorités locales. En 2011, malgré de nombreuses demandes raisonnables de la part des associations nationales, nous avons assisté à d'importantes réductions dans le financement des autorités locales, limitant considérablement la quantité et la qualité des services éducatifs, l'attribution gratuite d'aides pour le transport et les subventions aux étudiants handicapés. Par ailleurs, les fonds publics, habituellement attribués aux associations de la société civile qui ont été créées pour venir en aide aux personnes handicapées, se trouvent réduits ou ne sont tout simplement plus accordés. Les offres annuelles destinées à financer des projets qui soutiennent les groupes défavorisés dont les personnes handicapées ont été reportées ou clôturées. En Espagne, la réduction de l'emploi assisté en faveur des personnes ayant un handicap mental pourrait se traduire par une réduction des possibilités d'emploi touchant de 10 000 à 12 000 personnes. Il y a aussi la révision du financement des activités des organisations des personnes handicapées, ce qui est très dommageable pour tous ceux qui peuvent défendre. Face à ces problèmes, le Forum propose un certain nombre de recommandations. Je vais juste les citer parce que je pense que je suis au bout de mon intervention. Le Forum appelle à l'application effective du cadre législatif existant ainsi qu'au développement d'une nouvelle législation dans le domaine de la lutte contre la discrimination, les services sociaux et la santé mentale, tant sur le lieu de travail qu'en amont. Les organisations de personnes handicapées militent beaucoup pour la directive sur l'accessibilité. Ce n'est pas encore gagné, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les États membres ont pour principale responsabilité de fournir des services et devraient maintenir des services sociaux et de soins de santé adéquats. Il est nécessaire de recueillir des données plus fiables, complètes et cohérentes à propos des personnes handicapées et de leur participation à la formation, à l'emploi et dans les différents axes de la vie. Nous devons évaluer les bonnes pratiques et en matière de réhabilitation professionnelle, de développement des compétences, etc., pour en faire profiter les uns et les autres. En conclusion, je voulais peut-être vous donner une note qui se veut un peu plus optimiste. Les mesures d'austérité commencent à être remises en cause par ceux-là même qui les ont mises en place. Le Fonds monétaire international, l'OCDE et même hier un éminent économiste de la Commission européenne les remettent en cause. Mais il reste encore à convaincre la Dame de Berlin. Je vous remercie.
Merci Monsieur Faure pour cette intervention qui, je crois, a su nous montrer la diversité aussi des situations en Europe, la difficulté parfois qu'il y a à avoir des définitions communes ou tout du moins à pouvoir avoir des éléments de comparaison. C'est toujours très difficile parce que les situations sont différentes, les cultures sont différentes et les législations aussi évidemment et les impacts également, comme vous l'avez très bien montré dans les différents pays de l'Union européenne. Je passe maintenant à un autre sujet, la sociologie des jeunes handicapés en Europe. Et pour cela, je me tourne vers Monsieur Ebersold, qui est professeur et chercheur. Alors, je vais éviter de vous citer le sigle pour les interprètes aussi, mais de le citer en entier. Donc, pour l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et des enseignements adaptés. Je le remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous cède la parole, Monsieur Ebersold. Merci beaucoup de m'avoir invité à échanger avec vous sur... alors, je ne sais pas si c'est la sociologie de la jeunesse handicapée, mais en tous les cas, sur la question du passage à l'âge adulte des personnes dites handicapées. Pourquoi ? Et je crois que, pourquoi ? Parce que... ouais, c'est une question qui se pose en des termes relativement différents lorsqu'il s'agit des personnes qui présentent une déficience pour plusieurs raisons. Bon, si le passage à l'âge adulte renvoie à certaines dimensions identiques à tout un chacun, hein, le désir d'autonomie, l'insertion professionnelle, l'accès à l'enseignement supérieur, c'est un peu plus compliqué, dans la mesure où les définitions du handicap ne sont pas les mêmes lorsque on parle de scolarité que lorsqu'on parle d'emploi. Ce qui revient à dire que le passage à l'âge adulte peut exposer certains jeunes à un ensemble de difficultés parce que leur particularité n'est plus reconnue ou est reconnue différemment, ou alors parce que ce changement de critères d'éligibilité fait que, par exemple, la transition vers l'emploi ou la transition vers l'enseignement supérieur peut prendre un peu plus de temps parce que, bon, si je prends l'exemple de l'enseignement supérieur, s'inscrire en juin peut être compliqué si la décision des MDPH intervient en décembre. Autre facteur, me semble-t-il, qui me paraît important à souligner, c'est que les responsabilités légales imposées aux organisations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans la plupart des pays de l'OCDE, durant la scolarité, les établissements scolaires ont une injonction d'accessibilité. Et dans certains pays, comme les États-Unis par exemple, cette injonction d'accessibilité inclut la question des résultats. Donc les établissements scolaires sont tenus à mettre les élèves à égalité de chances en termes de résultats. Lorsqu'il s'agit de l'emploi ou de l'accès à l'enseignement supérieur, ce n'est pas le cas puisque les établissements sont tenus à effectuer des aménagements raisonnables. Et si je prends le cas de l'enseignement supérieur, cela revient à dire que l'injonction d'accessibilité dépend de l'aptitude du jeune à signifier son besoin éducatif, ce qui peut être problématique lorsque les jeunes ne se considèrent pas comme handicapés. C'est notamment le cas de ceux qui présentent un trouble de l'apprentissage. C'est également le cas de ceux qui présentent un trouble psychique, proportionnellement parlant. Mais d'une manière générale, c'est également le cas des jeunes adultes qui, notamment lorsqu'ils ont un bac, se considèrent comme des survivants et absolument pas comme des handicapés. Et donc, il est extrêmement paradoxal de leur demander de faire valoir quelque chose qui est de l'ordre du handicap, alors qu'ils ont passé toute leur jeunesse à démontrer qu'ils n'étaient pas handicapés. Alors, si c'est important, c'est parce que les barrières ne sont pas uniquement des barrières. Les barrières fonctionnent comme des marqueurs sociaux à travers lesquels se révèle quelque chose qui est de l'ordre du handicap. Et le temps que l'on met
à accéder à l'emploi ou à accéder à l'enseignement supérieur et à s'inscrire socialement n'est pas uniquement déstructurant d'un point de vue social, comme c'est le cas des chômeurs d'une manière générale ou des jeunes chômeurs, c'est également ce à travers quoi les jeunes se voient révéler ce que cela signifie que d'être handicapé. Donc, et je crois que ce qui est de l'ordre du handicap passe notamment par l'ensemble des obstacles ou des barrières qui, loin d'être des obstacles ou des barrières, fonctionnent comme des révélateurs de handicap. Et ils fonctionnent d'autant plus comme des révélateurs de handicap qu'un peu comme une râpe, ils interrogent les jeunes dans leur rapport à eux-mêmes. Ils interrogent les jeunes dans leur épaisseur sociale, d'une certaine manière. Ce qui revient à dire que ces jeunes qui se trouvent interrogés dans leur identité sociale et dans leur identité personnelle par toutes ces barrières, d'une certaine manière, jugent que formuler un projet, ça n'a pas de sens. On est déjà content de ne pas avoir d'ennui aujourd'hui. Formuler un projet apparaît extrêmement risqué, surtout si l'on sait que ses chances de réussite peuvent être relativement minces. Alors si j'insiste là-dessus, c'est parce que, comme cela a été dit, alors je ne sais pas si vous voyez bien, que si les données de l'OCDE avec laquelle je travaille montrent que dans la plupart des pays, l'écart entre personnes handicapées et non handicapées en termes d'emploi a augmenté, et ceci bien avant la crise. Et si cela a augmenté bien avant la crise, c'est parce qu'on s'est rendu compte également que le niveau d'éducation entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées, loin de s'être, ou l'écart en termes d'éducation, loin de s'être restreint, s'est accru dans un certain nombre de pays, notamment la France. Parce que si l'on prend le différentiel en termes de bas niveau de qualification entre la population totale et les personnes handicapées, on se rend compte que le différentiel est plus important pour les jeunes que pour les personnes plus âgées. Alors, c'est vrai que lorsque les personnes sont confrontées à une déficience suite à un accident, elles sont généralement plus qualifiées que les jeunes, mais si l'on prend le cas de la France, qui se situe à peu près au milieu, et on voit que l'écart est quand même relativement substantiel, et cela signifie d'une certaine manière que les politiques inclusives développées ces 20 dernières années ne sont pas arrivées à pallier le différentiel en termes de qualification. Et c'est pour ça que je me suis intéressé, dans le cadre de mes activités et avec l'OCDE, à une recherche sur le devenir des lycéens qui étaient en terminale en 2007. Alors, ce que montre ce graphique, c'est que les jeunes handicapés sont surexposés à la pauvreté et à l'exclusion. Et par exemple, les personnes handicapées sont décrites en bleu et l'ensemble de la population en rouge. Et on voit à l'âge de 21 ans un pic relativement important. Ce qui revient à dire que les jeunes présentant une déficience ou les jeunes reconnus handicapés dans l'Union européenne sont surexposés à la pauvreté. Et on sait que la surexposition à la pauvreté remet singulièrement en cause les chances d'accès ou de retour à l'emploi. Donc, la recherche que j'ai menée sur le devenir des lycéens montre que d'une certaine manière, alors participer le Danemark, la France, les Pays-Bas et la République tchèque, mais je pourrais aussi vous donner des données sur le Canada ou les États-Unis, montre que d'une manière générale, à l'issue de la terminale, les jeunes accèdent le plus souvent à l'enseignement supérieur comme tout un chacun. Alors cet accès à l'enseignement supérieur, ou ce devenir d'une certaine manière, varie singulièrement selon le type de cursus suivi. On voit que les jeunes qui ont suivi une formation professionnelle sont plus nombreux à accéder à l'emploi à l'issue de la terminale que ceux qui ont suivi un enseignement général. Alors accès à l'emploi, mais aussi inactivité. Et ce qui est intéressant en cela, c'est que dans les analyses secondaires que j'ai menées, on voit que, par exemple, en France, la probabilité d'accéder à l'emploi en suivant une formation professionnelle est moindre qu'au Danemark.
C'est-à-dire qu'il est extrêmement intéressant d'observer qu'un même type de cursus que l'on juge a priori plus propice à l'emploi, à savoir la formation professionnelle, peut avoir des effets totalement différents selon la manière dont on pense le lien formation-emploi d'une part, mais aussi selon la manière dont on pense, comment dirais-je, la démarche d'accompagnement. Je reviendrai là-dessus. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que l'enquête montre que lorsque on est inactif à l'issue de la terminale, on est, on se trouve placé en difficulté. Alors, ceux qui sont inactifs sont en vert, et vous voyez que à la question estiment-ils avoir un contrôle sur leur vie, ils sont beaucoup moins nombreux à être de cet avis-là que ceux qui exercent un emploi ou suivent une formation. Ils sont également moins nombreux que la moyenne à se juger d'égale valeur aux autres, ce qui est relativement important à avoir à l'esprit compte tenu des nouvelles stratégies de recrutement des entreprises. Et ils sont également moins nombreux que la moyenne à se juger aussi capables que les autres. Et c'est en cela, si vous voulez, que l'inactivité peut avoir un effet invalidant, puisqu'en interrogeant les personnes dans leur représentation d'elles-mêmes, elles se trouvent en difficulté face aux stratégies de recrutement qui demandent, d'une certaine manière, de se positionner en termes d'apport au niveau de l'entreprise. Alors, l'enquête montre que, d'une manière générale, le devenir varie selon le type de déficience, puisque on se rend compte que les jeunes présentant un trouble cognitif sont proportionnellement plus nombreux à être inactifs que ceux qui présentent un trouble de l'apprentissage. On se rend compte également que ceux qui présentent un trouble locomoteur sont proportionnellement plus nombreux à être inactifs. Et là, ça pose clairement la question de l'articulation entre compensation et accessibilité. Ce qui revient à dire qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des pays, on ne raisonne pas en termes de transition, c'est-à-dire en termes de cheminement de l'éducation vers l'emploi, de telle manière que l'on a du mal à penser ce qui est de l'ordre de l'accessibilité et qui, dans la plupart des pays, relève de l'organisation, et ce qui est de l'ordre de la compensation, qui, dans la plupart des pays, relève d'autres administrations. Vous me faites signe, hein. Par là même, cela revient à dire que si on ne prend pas en considération la compensation et l'accessibilité, on risque de fragiliser toutes celles et tous ceux pour lesquels comment dirais-je, l'accessibilité universelle ne joue pas. Alors, si la déficience est importante, on se rend compte aussi que les propriétés sociales et scolaires jouent. Ce qui est intéressant à observer si on prend les personnes en emploi, c'est qu'en France, l'accès à l'emploi se fait par défaut, à la différence d'un pays comme le Danemark, que l'emploi est moins synonyme d'indépendance en France et aux Pays-Bas qu'au Danemark, notamment parce que en France et aux Pays-Bas, on est peut-être moins dans une logique de transition que ce n'a pu l'être au Danemark, où par exemple, dès la seconde, on demande aux jeunes de formuler quelque chose qui est dans un projet vis-à-vis duquel il est accompagné. Alors, ce qui est également intéressant d'observer, c'est que la transition vers l'âge adulte n'est pas synonyme d'indépendance ou d'autonomie. On se rend compte, par exemple, que les enquêtés vivent beaucoup plus souvent que la moyenne auprès des parents. Par exemple, au Danemark, 5% des jeunes au-delà de 18 ans vivent chez leurs parents. Si on prend l'enquête, la proportion est de 67% pour les jeunes adultes handicapés. Ce qui revient à dire que là, l'indépendance
la décohabitation familiale que l'on observe chez les jeunes ne se joue pas vraiment. On voit aussi, par exemple, qu'en France, les jeunes ont une indépendance financière bien moindre que l'ensemble de la population et se jugent également moins autonomes ou à égalité de chance en termes d'emprunt que l'ensemble de la population. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que les jeunes qui accèdent à l'emploi n'ont pas forcément... l'accès à l'emploi n'est pas forcément source de reconnaissance. On s'est un peu intéressé quant à leur rapport au futur et on se rend compte que les jeunes qui sont en emploi et donc qui sont en bleu à l'écran, à gauche de l'écran, sont proportionnellement plus nombreux que la moyenne à juger que les obstacles les empêchent de progresser dans la vie et que les projets n'aboutissent pas. Donc, ce qui revient à dire que l'accès à l'emploi n'est absolument pas synonyme d'indépendance. Alors, c'est d'autant plus vrai que les jeunes sont proportionnellement plus nombreux, que les jeunes qui présentent un handicapé sont plus nombreux que la moyenne à être exposés aux discriminations. Par exemple, l'enquête HSM en France montre que les jeunes de 15-19 ans s'estimant confrontés à la discrimination du fait d'une moquerie sont 29% lorsqu'ils présentent une déficience et 3% lorsque ce n'est pas le cas, qu'ils se jugent mis à l'écart pour 15% d'entre eux lorsqu'ils présentent une déficience et 1% lorsque ce n'est pas le cas, et qu'ils se jugent injustement traités dans 10% des cas lorsqu'ils présentent une déficience et 1% pour l'ensemble de la population. Donc, il revient à dire que d'une certaine manière, à l'heure actuelle, si on prend le passage à l'âge adulte, on peut considérer que dans maintes figures, il a un caractère invalidant. C'est-à-dire que plutôt que de rapprocher les jeunes de la citoyenneté, on a tendance à les maintenir à l'écart et peut-être à les en éloigner, comme le suggèrent les chiffres, et qu'il y a peut-être un triple enjeu, me semble-t-il, et j'aimerais conclure là-dessus. Le premier, c'est d'accorder plus d'importance au devenir des jeunes lorsque ils sont en formation ou en scolarisation, ce qui permet de penser quelque chose qui est de l'ordre du cheminement et de la mise en compétence. Parce que l'autre dimension qui me paraît importante à souligner, c'est qu'on est peut-être trop souvent encore dans une logique d'aide et d'assistance, notamment dans les pays qui ont une vision diagnostique du handicap, et pas suffisamment dans une logique de mise en compétence. Ce qui revient à dire qu'on délègue aux familles et aux jeunes la responsabilité de leur propre légitimité. J'aimerais insister sur l'importance des données statistiques, parce que je suis en train de mener un travail là-dessus avec la Commission européenne, et on se rend compte que peu de pays ont des données relatives aux jeunes qui sont inclus, de telle manière que, d'une certaine manière, ils sont invisibilisés. Le risque étant qu'invisibilisés, on n'a aucun élément d'information permettant, de cerner l'effet des législations non discriminatoires ou l'effet protecteur des législations non discriminatoires, et de penser la qualité des soutiens et des aménagements. D'une certaine manière, on persiste à adapter pour adapter et avoir un rapport allusif à l'environnement. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous prie de m'excuser d'avoir été si bavard. Merci Monsieur Ebersol pour la présentation de vos travaux qui, je crois, ont permis d'apporter un éclairage vraiment intéressant qu'il faudra garder en mémoire aussi quand on évoquera les projets cet après-midi, les exemples et les différentes approches. Pour le moment, je vais me tourner vers Anna Ludvinek, qui représente ici la Fondation européenne sur l'amélioration des conditions de vie et de travail, Eurofound, et qui va nous parler de l'inclusion active des jeunes ayant une déficience ou un trouble de la santé. Je lui cède immédiatement la parole et lui donne la télécommande. Merci. Thank you very much. I'm going to speak in English. I'm really sorry for that, but I think if I spoke in French, that would be quite disastrous. And I'm going to try to be brief because I realize that we are reaching a coffee break. And I don't want to expend my time. Before I start, perhaps a quick word about the Eurofound.
we are an EU agency working under the DG Employment and Social Affairs, and our main role is to provide evidence on social and employment different topics to the European and national policymakers. But one feature that makes us very distinctive from others is that on our board, apart from the governments, we have the representatives of the social partners, employers and the trade unions, who are equally involved in setting our agenda, which for us in the quality of life and living conditions makes it very important, specifically in the areas when we talk about, for example, issues of inclusion in the labor market of disabled people. And before I go into the focus of my presentation, which will be looking at the active inclusion of young people, just a very quick word, which I think echoes my two previous speakers about the challenges that we face when we talk about youth and the availability of data. First of all, I mean, we all know, putting us into context about the very difficult situation on the labor market when we talk about the youth unemployment. However, and I think Serge mentioned that already, when we look at the youth unemployment, that of course doesn't give us a full picture, because there is a very large number of young people that are not only outside of the labor market, but are completely inactive and are not captured by unemployment statistics. So for that reason, we have seen much more attention given in the policy debate to this so-called NEEDs group. I think it's an awful acronym, but it captures people that are those not in education, employment and training, and I think it gives us a much more accurate picture about the young population that are outside of the labor market. And when we look here at the map, this is the data from 2012. You can see the rate and the proportion of needs in the different member states. And the more orange and purple color, the situation is worse. And you can see that when we talk about those that are under age of 30, we have over 14 million of young people that are not in education, employment, and training in Europe. And when we look at the trends, when we compare the data that is available from the Labor Force Survey for 2011-2012, we see that there is a group of countries where the needs have, the rate of needs has decreased, including Austria, Germany, Ireland, which is still very high, and the Baltic countries. But we also have a group of countries which we not necessarily associated with high unemployment rates, where, however, the rate of needs has increased quite significant. And that includes Sweden, it includes Denmark, Netherlands, and Slovenia. And the reason why I'm talking about the needs is actually twofold. First of all, we researched the needs, we looked at the characteristics and the social and economic costs, and you can see that your your risk of becoming needs are 40% higher if a young person has some kind of disability or health problems. And second, there are all the other risk factors you can see here. I think having migration background is the most disadvantaged with 70%. But I think it tells us and it shows us the challenge of dealing with the problem, because the group of needs is highly heterogeneous and very different, and definitely requires different policy responses. Now, going back to our study, what we wanted to do is we wanted to look how the active inclusion strategy is implemented at the member state level in relation to young people with disabilities. For us, the young people were those under the age of 30 that have some sort of health problems, were not in employment at the time of doing the research, and were in receipts of the benefits. And depending on the different countries, they were in receipts of unemployment benefits, social security, incapacity. And we focused on 11 countries. You can see them here: Denmark, UK, Finland, Netherlands, Poland, Slovakia, Ireland, France, Germany, Spain, and Portugal. And what we saw is, first of all, that we are really talking about
two distinctive groups. We are talking on one hand about young people, school leavers, that have already had some sort of disabilities and have no previous employment history. And on the other hand, you're talking about a slightly older group that have had some previous employment history, have acquired disability or injury during the short labor market intervention, and have withdrawn from the labor market and become disabled. We also saw that, and I think that's not only confined to Europe, because we see that in also other countries, a trend from more physical disabilities towards mental health problems, in many countries mild health problems. And we saw that often the ill health becomes a very strong risk factor in the social exclusion. Oops. Here I'm going just to demonstrate, I think, the worrying trend of, first of all, young people entering more often different disability schemes compared to other age groups. This is data from Netherlands, and Netherlands are a fantastic case for us because they have very detailed figures. And you can see that Netherlands have carried out a number of reforms in relation to the different incapacity schemes, and have managed to cap the inflow of people into these schemes for different ages, apart from those between 15 and 19, which you can see this fairly dramatic increase in the inflows between 1999 and 2006. And you can see that this dramatic increase can be largely attributed to different psychological problems, which in 1998 constituted over just 40% of all the inflows, and that has increased quite dramatically to well over 60% in 2005. And Netherlands have done very sophisticated calculations and said that really if that continues with the pace it does, financially it's going to be quite unsustainable. And this is just to confirm that unfortunately the situation was not confirmed, not only confirmed to Netherlands. You can see that there are a number of countries which the proportion of inflows into disability schemes due to the mental health problems has increased across the different countries. The bars represent 1995, the little triangles 2007, and you can see this quite striking increases in Denmark, in Switzerland, in Sweden, in Germany, in Austria, also in Norway, Australia. And you can see here that largely this inflow can be attributed to the inflow of young people between 20 and 34, and these three different boxes represent Denmark, Finland, and Netherlands. Now, when doing the research, we were asking ourselves a question, well, what are the reasons for this increase? And I think, I don't know if we could discuss that later on in the discussion, because I think there is really not a definite answer, but there are certainly some system factors that I think can be contributing for this increase. In some countries, a growing number of people with mental health problems. Could it be linked with a more accurate diagnosis that are available in medical ward, especially to the ADHD and other mild factors? Could it be related to the changes in eligibility rules in the different countries? There are certainly personal factors, and I think these are much more pronounced now in the current economic climate, where youth is generally a disadvantage in the labor market, and I think as other previous speakers said, those with health problems face really a dual disadvantage. And then certainly the question of employers-related factors and certain reluctance to employ people with inexperienced people, young people with disabilities, and lack of suitable job opportunities, which was certainly a case before the crisis, and I think has really exacerbated after the crisis. Now, I don't know if you are familiar with the active inclusion strategy. It's a strategy that the European Commission has adopted in 2008,
in collaboration with all the member states, and all member states have signed up to it. And it's deemed, or it was deemed to be the most suitable strategy for those that are furthest from the labor market, and that of course includes people with disabilities, for active inclusion. And you can see here 3 pillars, and the key element of that strategy is that the 3 pillars are looked at and are coordinated and implemented in the joint fashion. So of course we're talking about the inclusive labor markets, but this cannot be really achieved without the adequate access to quality services that support the inclusion in the labor market. And a third very important pillar of adequate income support, not only for those that can't work, but also those who are in transitions or trying to enter the labor market, that there must be some sort of adequate income that supports young people in the inclusion. One thing which we felt that is missing from that strategy, and we have argued with the Commission that it should be looked a bit closer, is the importance of education. And I think a number of other speakers have already talked about that. Education and lifelong learning as a key element that supports inclusive labor market. What we did is, first of all, we looked at how this strategy is implemented, or often, unfortunately, not implemented in the member states. And in the report, you can see an analysis related to each particular country. But what we have seen is that there are a number of key observations that we could make. The first one is that the key is intersection between employment and other services, and the importance of transport, importance of education, social services, that all should support the inclusion in the labor market. Another question which we saw frequently in many member states is the challenge of sustainability of different policies, and really going beyond the duration of the program for which the funding is available, because very often we've seen a very patchy and fragmented implementation that was ceasing once the funding was gone. And that effective working relationship between the different services is really a key for the inclusion of young people. Now, the second part of the report, which we dedicated a lot of time, was to look into 4 different effective and good practices in each country, highlighting what is the active inclusion element in those practices. And I'm not going to spend too much time on that, because I know that we are quite short, and you can find them in the report. But just to highlight, in Netherlands, I know that Edwin will be talking a little bit more about it. But here, I think the importance of personal support, the job coaches, that seem to be very, on one hand, quite pricey, but very effective elements. And here, what I find very interesting is that this job coaching does not stop at the point of employment, but just starts its work. And it supports the young person, but also the employer after young person has started working. In Denmark, I think you know this case quite well, because it has become a bit of I don't know, celebrity, I think, in the inclusion of young people. A father of a son with Asperger's syndrome, who was very frustrated that he couldn't find any employment. And recognizing his particular skills, he started an IT company, which proved to be very successful. He then consequently started a foundation helping other IT companies. And very recently, they have signed a very well-known and widely televised cooperation with Microsoft in popularizing the employment of young people with disabilities in IT companies. In the UK, here is just an example of a very strong education component, which we felt could be a bit stronger visible in the active inclusion. In Finland, again, a very widely successful example now. It was a regional initiative started by Ministry of Social Affairs and Labor. And here what is interesting is that
the practice not only helps young people, but it also serves as a recruitment agency for different companies that look for temporary workers. So they employ young people with disabilities, they train them, and they sort of outsource them on short-term contracts to those companies. When the contracts finish, they go back to the job bank for further training. And I think the interesting thing here is that you keep the continuation of employment for the young people. And here a couple of examples from Portugal. Again, recognition of non-formal qualifications. I think that's something that is very important, promoting lifelong learning and non-formal education. And in Poland, an initiative that is completely run by employers. In Poland, the challenge is that most of the employment happens through the supported employment, and we would be arguing that much more effort should be made to move away from supported employment into open labor market. Now, before I conclude, I have 2 slides from our very latest European Quality of Life survey that looks at different dimensions. And we heard this morning Mr. Martinez about the next year importance of quality of life. And here you can see a comparison of standard of living of those that have disability in red and those that do not in green. And you can see that those that have some sort of disability or health problems are much higher, over 60% on the scale of suffering from material deprivation than those compared to those people that do not report any health problems or disability. And here, a comparison and relation, I think, very interesting between the poor health status and income. And there is a lot of reports recently showcasing that the crisis has not had an impact on the general health population. However, that picture changes very much when we look at the different income quartiles. And whilst this is true for the top income quartiles, the picture looks much less rosy when we look at those at the bottom income quartiles where, and you can see the bar, the light blue bar is 2007, the dark blue bar is 2011, where those reporting very bad or bad health has increased from 14 to 17%. And just to conclude, some observations based on the research that we have done and a few key points. The very important aspect of integrated approach, which is essential for the an effective inclusion, and the importance of flexibility of programs. The fact that the employment should ideally happen very quickly after training to ensure that the skills and the qualifications remain relevant. We hear a lot about the need and the fact that young people should take their own responsibility for their life. And whilst we think that's very true, we should also like to point out that there should be much more empowering, not only responsibility put on the individuals to take the control of their life. The aspect of employers, I think that very often employers also need an additional support, and I think we forget that quite often with not only the recruitment and retention and the training, but also with training not only of young people with disabled who has the disability, but also training of their colleagues. And I think that's very important when we talk about disabilities based on, that are in the mental health area, and I think that the question of colleagues is also very important. There are different partners, and this is my last slide, that we should take into account the role of local authorities. They are pivotal because they very often implement all the different strategies, but we should also not forget that they are also employers. And I think much more should be done in looking at the local authorities as direct employers of people with disabilities. The role of social partners, unfortunately, I think they play very little role
and they could be much more active, especially the trade unions. Public employment services, we see this trend of going from the targeted measures to more mainstreaming in many member states, and more responsibilities given to the public employment services. And I think the question mark arises to what extent the staff that is employed by public employment services is equipped to dealing with a very diverse population. And the NGOs, and I think Alain has said that, I think the question of funding is crucial. So should you wish to receive a little bit more information about the studies or about the survey, this is my email address. Thank you. Thank you very much. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je crois qu'avec les 3 présentations de ce début de matinée, on a déjà vraiment les bases essentielles pour poursuivre après une pause café.